Margot, Elisabeth, artiste de la scène. Artiste sensibilisée quand même aux questions liées à la parentalité. Et surtout curieuse. Curieuse de ce temps mis en cause ici, qui harcèle, qui manque, en particulier dans nos temps de travail. Curieuse. Des difficultés historiquement engendrées par le concept de gestion du temps de travail. Curieuse, vraiment. De leur résonance dans notre actualité. Curieuse. Des ressentis, des vécus liés à l'enfant dans sa relation au temps que les adultes lui font vivre. Questionnement, réflexion, Sensations, affects, soupirs, visions, un dialogue intérieur. Donc effectivement, l'idée, c'était de pouvoir travailler un petit peu, de réfléchir un petit peu sur la construction du temps chez l'enfant. C'est pas évident parce que je veux dire, nous, la notion de temps, on l'a intégrée. Et arriver à revenir à l'époque où c'est qu'on ne l'avait pas intégrée, c'est largement c'est quelque chose qui est difficile, d'accord ? Parce que quand on y réfléchit, la notion de temps, elle est quand même très complexe. On est d'accord que nous, on a ce qu'on appelle un temps représenté, vous en avez très bien parlé, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une notion de concept du temps. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir un temps représenté, il faut comprendre qu'il est linéaire, d'accord, le passé, le présent, le futur. Il faut comprendre qu'il est irréversible, hein, tant qu'on n'a pas encore inventé la machine à remonter dans le temps. Comprendre qu'il est unique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le même pour tout le monde, sauf que ce qu'on verra, certainement que Laurent en parlera, c'est peut-être la façon dont on le remplit, d'accord ? Il est uniforme, parce que je veux dire, effectivement, il n'y a pas de moment où ça s'accélère, en tout cas pas de moment réel. Bien sûr que dans notre temps subjectif, il y a des moments où on a l'impression qu'il ralentit ou qu'il s'accélère, mais le temps lui-même, non. Et puis il est homogène, c'est-à-dire qu'effectivement, une seconde, mais c'est toujours une seconde. Je veux dire, et toutes les secondes ont la même valeur en termes de temps. On est d'accord ? Il n'y en a pas qui sont, là encore, plus importantes que d'autres, sauf quand on y met de la subjectivité. Le tout petit, il n'est pas dans ce temps représenté, il est dans un temps vécu. Vous en avez aussi très bien parlé. Alors, le bébé, il a ce qu'on appelle une mosaïque d'expériences, de perception temporelle, mais c'est des morceaux qui sont fragmentés. C'est des morceaux qui ne sont pas reliés entre eux pour arriver à ce temps représenté. Donc, il va falloir qu'il y ait tout un processus. Dans ce processus, comme pour beaucoup de choses, hein, au niveau de la construction psychique, il y a plein de dimensions qui vont se lier entre elles. Il y a bien sûr la dimension biologique, on va en parler, la dimension affective, on va en parler également, relationnelle, sociale et cognitive. Donc, sans surprise, ici comme ailleurs, toutes les sphères, en fait, s'interpénètrent. Hein, je vais me déplacer, je verrai mieux l'écran. Pour arriver effectivement à cette notion de temps représenté, linéaire, irréversible, etc., il faut que l'enfant arrive à comprendre progressivement les notions de durée, mais aussi les notions de successibilité, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les événements, qu'il y a des séquences, hein, avant, après, etc. Il faudra aussi qu'il arrive à se situer entre le passé, le présent et le futur, et enfin qu'il puisse se référer à des éléments culturels, l'horloge, le calendrier, etc. Donc la tâche est quand même vachement importante. Et dans cette tâche, il y a un élément, dans la construction effectivement de tous ces éléments, il y a déjà un premier élément qui est très important, c'est les rythmes. Les rythmes, ça commence par les rythmes biologiques. L'enfant, le bébé, même le fœtus, est déjà sensible aux rythmes. C'est-à-dire, effectivement, il les perçoit et on le remarque, par exemple, sa succion va augmenter ou diminuer en fonction de la différence de rythme qu'il entend. Donc, il est déjà capable de discriminer les rythmes. L'audition, c'est une des premières repères que l'enfant va utiliser pour essayer de construire son rapport au temps. L'audition est vraiment très importante. Donc, les premiers rythmes, bien évidemment, c'est le rythme cardiaque. Puis après, il y a tous les rythmes, effectivement, que l'enfant va sentir quand même, je veux dire, dans le corps de sa mère. Et puis, les rythmes qu'il va percevoir à travers le placenta, etc. Je veux dire, les rythmes, les différences de lumière, etc. Donc, tous ces rythmes biologiques, c'est déjà une première expérience temporelle.
On parle de rythme biologique, mais il y a aussi les rythmes qui sont liés à l'affectif, à la relation. Parce que je veux dire, par exemple, quand on parle avec un enfant, on a une sorte, dans les interactions, on a un tour de parole. Quand on parle à un bébé, comment tu vas? Et on attend. On attend que lui nous émette quelque chose et on recommence. Donc il y a déjà une alternance aussi là. Donc là, c'est aussi des rythmes. Rythme relationnel, c'est aussi les rythmes qu'il peut y avoir dans le fait de... Il y a des moments où c'est que je veux dire, maman va être en interaction avec moi. Il y a des moments où je veux dire, elle va l'être moins parce qu'elle dort. Enfin, tous ces rythmes-là, tous ces rythmes relationnels et sociaux qui sont liés au fait que, ben, je veux dire, il y a le temps du change, après le temps du repas, le temps de la sieste, etc. Et c'est des rythmes qui vont s'organiser en cycle. Et cette sensation, ce phénomène de cycle, de succession d'événements qui se répètent, vont permettre progressivement, effectivement, à l'enfant de commencer à faire ses repères dans le temps et à construire des séquences. Donc les rythmes, ça va permettre progressivement de comprendre les notions de durée, enfin d'intégrer progressivement, c'est vraiment très progressif, les notions de durée et les notions de succession. Donc c'est pour ça aussi que du coup, les routines et les rituels vont être aussi des éléments très importants pour que l'enfant progressivement puisse commencer à se repérer dans le temps. Ce qui va jouer également, c'est tout ce qui est le développement de la mémoire. Parce que je veux dire, on a des éléments entre eux, mais après, il faut les relier. Et la mémoire, elle va permettre de relier ces événements. Au tout début, la première mémoire que l'enfant a, c'est une mémoire qui est implicite. Implicite, c'est une mémoire qui est inconsciente, qui est automatique. C'est une mémoire des sensations, des perceptions, des émotions. Cette mémoire-là, elle est très importante dans les débuts de la vie. C'est la principale forme de mémoire. C'est pour ça aussi que progressivement, on s'est rendu compte qu'il fallait faire très attention, par exemple, sur les premiers temps à la maternité, parce que je veux dire, l'enfant va encoder ces sensations-là. Et progressivement, au fur et à mesure de la maturation de son système nerveux, son système cérébral, etc., son système neurologique, il va pouvoir effectivement développer d'autres formes de mémoire. La mémoire épisodique, c'est-à-dire se rappeler d'un événement. Donc ça va être très important effectivement dans la perception du temps, d'accord ? Parce que ça va permettre de relier les choses les unes aux autres. Et puis ensuite, la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, c'est une mémoire qui est encore un peu plus large que la mémoire épisodique, parce que je veux dire, il y a cette idée effectivement de « je me souviens de ma vie », c'est-à-dire de quelque chose de plus large. Voilà. Donc ces mémoires-là, tout le développement de la mémoire va permettre aussi, bien évidemment, de pouvoir construire la représentation du temps. Mais la mémoire épisodique, je veux dire, avant 12-18 mois, elle est compliquée, quoi. Hein, donc il faut du temps. Voilà. Et puis la mémoire autobiographique, ben, je veux dire, pour qu'il puisse y avoir mémoire autobiographique, il faut qu'il y ait une conscience de soi. La conscience de soi, on sait qu'elle arrive progressivement, hein, le stade du miroir, etc. Avant 18 mois, c'est encore fragmentaire. Hein, donc voilà. Donc la mémoire, la conscience de soi, elle doit se mettre en place pour justement progressivement permettre à l'enfant de pouvoir avoir une continuité de lui-même entre le passé, le présent et le futur. Donc la conscience de soi, elle va permettre aussi progressivement de pouvoir se situer dans le passé, présent, futur. Donc elle participe également à la construction de la représentation du temps. Et puis, il y a encore un élément qui est quand même très important, c'est le langage. Le langage, il structure la pensée, ça aide à structurer la pensée. Donc, l'accession au langage va aussi jouer un rôle très important dans cette construction de la représentation du temps. L'enfant va, avec le langage, pouvoir commencer à dire, à raconter les événements et raconter l'ordre des événements. Et donc, c'est ce qu'on appelle un script, c'est-à-dire j'ai fait et, puis, et là, j'en suis là. Hein. Ça peut être, par exemple, en crèche, maman, elle est au travail, après, elle viendra me chercher. D'accord ? Donc, il commence effectivement à organiser cette représentation d'un temps linéaire. Raconter est très important. Là, je parle du langage de l'enfant qui parle, mais je veux dire,
tout avant que l'enfant parle, on lui parle, bien évidemment. Et tout ce temps où on lui parle, quelque part, on lui transmet notre modèle de penser le temps. Même avec les bébés, on lui dit, effectivement, là, je vais te changer. Après, on ira à la sieste. On lui transmet notre modèle de penser le temps, de structurer le temps. Donc tout ça, ça se fait progressivement et ça veut dire que le temps, c'est une co-construction. Puisque je veux dire, on va intégrer effectivement, par le langage, cette façon de l'organiser. Donc en fait, vous le faites au quotidien, en permanence. En permanence, vous donnez des modèles de penser le temps aux enfants. Il y a aussi un moment qui est assez important, ce qu'on appelle la décentration temporelle. L'enfant, on disait, il était dans un temps vécu. Donc, je veux dire, c'est un temps qui est, par définition, très imprégné de ses émotions, de ses éprouvés corporels. Quand effectivement, je veux dire, il accède au langage, vous avez bien remarqué que pendant un temps donné, il va utiliser hier, par exemple, pour dire le passé, mais c'est très vague. Et de la même manière, il peut dire « je vais aller », mais c'est très vague aussi par rapport au futur. C'est-à-dire qu'il va utiliser les termes d'une manière très floue. Parce que pendant longtemps, d'ailleurs, sa référence au passé et au présent, elle est très en lien avec ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous parler de choses qui sont finalement importantes pour lui. C'est plus ça qui est important que le moment où ça se situe dans le temps. D'accord ? Et c'est tellement des choses qui sont importantes pour lui que des fois, ça ne correspond même pas à la réalité. Ça peut correspondre effectivement à ses angoisses ou à ses désirs. Donc, il peut très bien vous dire « je vais aller chez mamie », alors qu'en fait, on ne lui a jamais dit qu'il allait aller chez mamie. Il est en train de vous dire « je voudrais tellement aller chez mamie ». Voilà. Et de la même manière, il peut dire « il m'a tapé », mais ce n'est pas forcément « il m'a tapé ». C'est effectivement « j'ai eu peur qu'il me tape ». Ça peut être ça. D'accord ? Donc, il y a un rapport comme ça dans le récit, qui est récit passé ou futur, qui est encore très imprégné d'un émotionnel qui n'est pas forcément un émotionnel vécu, qui peut être un émotionnel fantasmé ou projeté. D'accord ? C'est pour ça que c'est très compliqué la parole des enfants, parce qu'en même temps, il y a des fois, oui, c'est du réel. Mais parfois non. Donc la décentration temporelle, c'est le moment où progressivement, il va pouvoir se détacher du temps présent pour se situer dans un temps passé et un temps futur, mais qui soit un petit peu quand même dégagé de tout cet impact émotionnel. Donc il y a une dimension cognitive qui est plus importante. La décentration temporelle, ça va d'ailleurs avec la décentration cognitive. Donc c'est le moment aussi où l'enfant comprend qu'il y a aussi le temps des autres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, mais ça met du temps, hein, c'est 4-5 ans, ça commence avec 4-5 ans. Il y a une maman qui me disait que son petit garçon, à un moment donné, il avait 4 ans, hein, elle lui a dit, c'était bientôt l'approche de Noël, elle lui a dit il faut encore 2 fois dormir et puis ça sera Noël. Le Père Noël viendra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était 4 heures de l'après-midi, il allait dormir. Je suis sur du temps vécu. Et d'ailleurs, la réalité aussi, c'est que c'est comme ça qu'on le verbalise à l'enfant. Parce qu'au début, on est obligé de lui formuler comme ça. On ne lui dit pas, tes parents viendront à 16 heures. On lui dit, tu vas goûter et après, tes parents arriveront. Donc, ça veut dire que si je goûte maintenant, voilà. Hein, parce que je suis dans quelque chose de... J'ai bien compris la succession, avant, pendant, après. Ok, ça, j'ai bien compris. Mais je n'ai pas compris encore que, je veux dire, le temps, il était unique. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas en fonction de mon ressenti et de mon éprouvé, mais qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en dehors de moi. Voilà. Et c'est la même, cette difficulté de décentration temporelle fait aussi que quand on dit à un enfant « dépêche-toi », ça n'a aucun sens pour lui. Parce que sinon, je vais être en retard au travail. Je veux dire, le travail de maman commence quand elle sera prête et quand j'aurai fini mon petit déjeuner. Enfin, vous voyez, je veux dire... donc effectivement, je veux dire... nous, c'est comme si on parlait de 2 langages différents. Nous, les adultes, on a ce temps représenté, lui, il est dans le temps vécu. On comprend bien que, je veux dire, il y a des moments où, effectivement, c'est comme si on parlait de planètes différentes, quoi. Alors,
Donc, effectivement, tout ça, ça met du temps, hein, parce que je vous dis que décentration temporelle, 4-5 ans, ben, ça commence, hein, donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, je vous ai mis, mais de toute façon, on pourra, je pense, envoyer le PowerPoint. Je vous ai mis des petits repères, hein, je vous laisse le regarder 2 minutes pour que vous puissiez voir un petit peu. Hein. Donc, vous voyez, 1 an et demi, 4-5 ans, le développement des marques temporelles dans le langage. Voilà, le soi étendu temporellement, c'est ce que je vous disais avec l'idée de mémoire autobiographique par rapport à la mémoire épisodique. Et puis les scripts, hein, donc c'est effectivement le fait de pouvoir progressivement produire un récit sur des successions d'événements. Voilà. Et puis c'est à partir de 5-6 ans que tout ce qui est effectivement repère plus culturel, encore que les saisons, ça commence en maternelle, mais par exemple, effectivement, sur le calendrier, les horloges, etc., on commence plutôt à partir de la primaire. Donc voilà pour repère un petit peu au niveau de à quel âge l'enfant est capable de comprendre ci ou ça. L'idée, c'est pourquoi faudrait-il accompagner du coup la construction du temps, puisqu'on peut penser qu'elle va se faire de manière assez naturelle. Mais parce que, je veux dire, vous le sentez bien, les enfants, ça a été bien exprimé, les enfants sont assez tôt confrontés à un rythme qui est un petit peu celui des adultes, enfin qui est beaucoup celui des adultes. Et du coup, effectivement, ben, je veux dire, de leur place, ça peut créer une insécurité parce que, oui, je veux dire, ils doivent rentrer dans un temps social. Or, quand on comprend mieux le temps, c'est un outil de sécurité parce que, je veux dire, à partir du moment où on comprend, par exemple, mieux la notion de durée, par exemple, ça veut dire qu'on va être capable d'attendre, d'accord? C'est-à-dire, quand on a compris la notion de cycle, on a compris que maman part, mais après maman revient. Une fois qu'on a compris ça rassure, puisque je suis capable d'anticiper que maman va revenir. C'est pour ça que l'affectif est aussi en lien avec cette dimension-là. Donc, mieux comprendre le temps, outil de sécurité, ça augmente ma capacité d'attente parce que je peux mieux anticiper. Donc, ça va diminuer l'anxiété parce que le futur devient prévisible. Je sais que ça va se passer comme ça. Quand je dis ça à condition que mon environnement me propose une prévisibilité. Si ça change tout le temps, ça m'insécurise parce que je ne peux plus rien anticiper. Là, je veux dire, on est tous des adultes, mais François-Xavier nous a tous expliqué le programme de la journée, juste pour qu'on puisse anticiper. D'accord? Non mais, voilà. Donc effectivement, je veux dire, pour que ça marche, pour que le temps puisse être comprendre le temps puisse être un outil de sécurité, c'est bien évidemment parce qu'il est prévisible et que du coup, il ne soit pas chaotique. Dans les crèches, par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de turnover, je veux dire, c'est problématique parce que l'enfant ne peut pas anticiper qui va s'occuper de lui. D'accord? Et ça peut être quelque chose de difficile. Si on change trop de choses trop souvent, ben, ça pose problème aussi. Et en même temps, s'il n'y avait aucun changement, s'il n'y avait aucune micro-rupture, si tout était toujours pareil, il n'y a même plus besoin, le temps n'existe pas. Le temps, il existe, la perception de la durée existe parce qu'il y a un début et il y a une fin. Donc, il faut trouver le bon dosage entre la continuité et en même temps des petites discontinuités. Parce que c'est pareil, on le sait bien, ça diminue aussi les capacités d'adaptation. Par exemple, quand on a l'habitude de faire tout le temps pareil, il y a des gens, si on fait tout le temps pareil, ah oui, ils maîtrisent le temps, mais le jour où c'est qu'il y a un petit truc qui change, compliqué. D'accord? Puis il y a des tempéraments aussi, s'il n'y a rien qui change, ils s'ennuient. Donc effectivement, il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait de la continuité et un petit peu de changement. Mais je disais, donc, outil de sécurité, et du coup, comme on est moins anxieux, qu'on supporte mieux l'attente, ben, ça veut dire qu'on supporte mieux la frustration. Et si je supporte mieux la frustration, ça veut dire que j'arrive mieux à me réguler émotionnellement. Donc, la compréhension du temps aide aussi à la régulation émotionnelle. Donc, je disais effectivement, à condition que dosage suffisamment bon entre continuité et changement, expérience positive et négative. Quand je dis négative, ça veut dire qu'un peu de manque n'est pas négatif. Parce qu'un peu de manque, ça veut dire que du coup, je me dis, ça va revenir,
je suis capable de supporter un petit peu d'attente, je suis capable de supporter un petit peu de frustration. Et on le sait, quand on a des parents qui sont trop rapides à répondre à la demande d'un enfant, tout ce travail-là ne se fait pas et du coup, la capacité à supporter la frustration est plus difficile. Et en même temps, si on a des parents qui répondent jamais aux besoins, ben je veux dire, les enfants vont pas bien non plus. Donc vraiment l'équilibre entre les deux. Alors une fois qu'on a dit que oui, c'est important que l'enfant puisse mieux comprendre le temps pour qu'il puisse se sentir en sécurité et pour qu'il puisse aussi développer ses capacités de régulation émotionnelle, comment accompagner? Alors là, je vais dire des choses que vous savez déjà. On est d'accord. Des routines stables. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est tout ce qui est support visuel. Les supports visuels pour justement, avoir le programme de la journée. Hein. Des supports visuels pour peut-être savoir qui est là aujourd'hui. Ça peut être aussi des supports visuels pour savoir les séquences, par exemple, qui vont se passer sur le lavage des mains. Hein, plein de choses comme ça qui vont effectivement permettre à l'enfant, bien sûr, quand je dis support visuel, ça ne veut pas dire que ça ne s'accompagne pas de mots, hein, mais c'est pour que, le langage prenne encore plus sens pour eux. De faire attention à notre langage temporel simple, mais ça, vous le savez, hein, c'est-à-dire qu'on va plutôt que de dire dans 5 minutes, demain, tout à l'heure, plutôt se référer effectivement à des séquences d'actions, quand on aura fini de manger, quand on ira à la sieste, etc. De ritualiser et verbaliser les transitions, parce que les transitions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a après? Alors déjà, j'ai la frustration que ça s'arrête, je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que mine de rien, quand on dit à un enfant qui aimait beaucoup la peinture, on arrête la peinture, vous, dans votre tête, vous savez qu'un jour, vous en reproposerez. Mais lui, il ne le sait pas. Ça va revenir quand, la peinture? Compliqué. Hein? Puis d'abord, le quand, pour lui, c'est déjà compliqué. Mais est-ce que ça va revenir un jour? Voilà. Donc, il y a quelque chose de « OK, il faut que je lâche ». Puis en plus, je ne sais pas vers quoi je vais. Donc, tous les moments de transition, on le sait que c'est des moments qui sont un petit peu stressants pour les enfants. Soutenir la mémoire épisodique et autobiographique. Alors, c'est peut-être que là qu'on pourra peut-être réfléchir aussi un petit peu plus cet après-midi sur comment on peut peut-être plus la soutenir en crèche. Hein. Donc, vous vous rappelez, mémoire épisodique, ça veut dire effectivement être capable de se rappeler d'épisodes qu'il y a eu avant. Hein. Je rappelle le lézard qu'on a vu hier dans la cour, voilà, par exemple. Hein. Autobiographique, c'est une forme de mémoire qui est plus longue. Hein. C'est par exemple quand les parents regardent avec leurs enfants les photos de quand ils étaient petits. Voilà. Tu te souviens. Et puis tout ce qui est autour du raconter. Le raconter, on en a parlé, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça permet de s'entraîner au script. Avant, pendant, après, quand on raconte. Hein. Donc tout ça, c'est des moments importants. Et dans tous ces outils-là, il y en a un quand même qui est à mon sens indispensable, c'est le livre. Le livre, c'est magique, le livre. Parce que le livre, c'est magique par rapport à la construction du temps. Ça impose une séquentialité. Il y a la page d'avant, il y a la page que je suis en train de lire, et il y a la page d'après. Donc ça montre bien effectivement que l'histoire, elle se construit en séquence, dans le temps. Ça développe forcément la mémoire épisodique, parce que si je ne suis pas capable de me rappeler de la page d'avant ou de trois pages d'avant, je ne peux rien comprendre à l'histoire. Donc ça développe la mémoire épisodique. Et d'ailleurs, on le voit, les enfants adorent qu'on leur relise des livres et ils le racontent. Ils vous racontent ce qu'il y a. D'ailleurs, à un moment donné, vous n'avez plus besoin de le raconter, c'est eux qui le racontent. Ils s'entraînent dans, effectivement, le récit narratif. Ça aide à la décentration temporelle parce que le livre, par définition, ça raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc ça raconte effectivement un temps qui n'est pas mon temps à moi. C'est le temps de quelqu'un d'autre, le temps subjectif de quelqu'un d'autre. Donc ça me décentre, parce que c'est des personnages qui vivent autre chose, qui vivent un autre temps que le mien. Et puis ça donne accès, donc c'est ce que je disais, au temps narratif. Le temps narratif, c'est effectivement ce temps raconté. C'est-à-dire ce temps raconté, c'est un temps où c'est que je suis un peu dans une position méta. C'est-à-dire je suis un peu dans une position de recul. Je regarde le temps qui défile, l'histoire qui défile, et je peux la raconter. C'est-à-dire que quand effectivement je suis dans du temps narratif, même de ma propre histoire, c'est comme si j'étais capable de prendre de la distance par rapport à le film de ce que j'ai vécu
et de pouvoir le raconter. Hein. Et puis, c'est le laboratoire du langage temporel. Hier, demain, parfois, dans les livres, je veux dire effectivement, il y a plein de vocabulaire qui renvoie effectivement à la notion de temps. Ne serait-ce que dans le temps de conjugaison. Hein. On va avoir dans les livres du passé, du futur, etc. Voilà. Donc le livre, effectivement, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce temps narratif, le fait de pouvoir se mettre comme ça dans une décentration, c'est ce qui va permettre aussi d'ouvrir progressivement vers le temps historique, les frises du temps historique, et puis vers le temps calendaire aussi. Hein, parce que je veux dire, effectivement, après, une fois qu'on a compris ce principe-là, on peut le faire sur des durées beaucoup plus longues, donc avec des références culturelles. On est obligé, si on veut vivre ensemble, de faire un petit peu des efforts sur notre façon de remplir notre temps individuel pour qu'il puisse coïncider avec le temps individuel de l'autre. Je veux dire, on pourrait pas, enfin, ce ne serait pas pensable d'avoir un temps uniquement en fonction de notre propre désir ou de nos propres besoins, parce que je veux dire, on doit bien forcément, enfin, si on veut rencontrer l'autre, on est obligé effectivement de rogner sur notre liberté à nous pour pouvoir effectivement construire quelque chose de commun. Je continue du coup, effectivement, par rapport à cette question de la façon dont nos deux sphères, nos deux représentations du temps peuvent se rencontrer. Donc, effectivement, donc attention aux surinterprétations, ça j'en ai parlé. Quand un jeune enfant dit hier ou demain, il part souvent de son ressenti, pas d'une réalité temporelle. Mais de la même manière, quand un enfant dit toujours ou jamais, d'accord, quand il dit à sa maman, je pense à ça parce que souvent les parents des fois disent oui, il dit qu'il fait jamais ça avec moi, etc. D'accord, il n'exprime pas une réalité temporelle. Il exprime effectivement une émotion forte. Il est en train de dire j'aimerais passer plus de temps avec toi, par exemple. Voilà. Et que du coup, nous adultes, qu'est-ce qu'on fait? On veut rectifier la chose, de dire « Mais si, tu sais bien, la dernière fois, on y allait chez mamie. Je vais jamais chez mamie. Mais si, la dernière fois, tu y es allé chez mamie. » Mais je veux dire, là, on n'est pas dans une réponse adéquate par rapport à son besoin, parce qu'en fait, il cherche une réponse affective, pas une correction cognitive. Donc, il faut faire effectivement attention à ça. Il est en train de nous dire qu'il aimerait beaucoup aller chez mamie, qu'il n'y va pas assez à son envie, en fonction de son envie. Ça ne veut pas dire qu'on sera obligé d'y aller. Ça peut peut-être lui dire, ben, oui, je comprends, tu es en train de me dire que tu aimerais mieux aller chez mamie. Aller plus souvent chez mamie. Voilà. Donc, il y a comme ça, effectivement, toujours ce décalage à avoir entre moi, je lui parle en tant qu'adulte depuis ma représentation du monde, lui, il me répond depuis, et il agit depuis sa représentation du monde. Et que du coup, notre agacement, des fois, il faut arriver à pouvoir s'en détacher pour se dire « Ah ouais, on ne parle pas de même langage, on ne parle pas du même endroit. » Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, d'abord, bonjour à tous. Je suis très, très heureux d'être là. Effectivement, comme l'a dit François-Xavier, c'est une longue histoire entre la CEP et moi, et je suis toujours très heureux d'intervenir auprès des professionnels de la petite enfance sur ces questions liées à l'enfance. Je vais vous présenter certaines idées qui vont être, vous allez voir, très complémentaires de ce qu'a dit Frédéric avant. Et on s'était calé comme ça, et c'est très, très bien. Et effectivement, je vais vous proposer une approche philosophique. Alors, moi, j'aimerais commencer en vous disant que d'un point de vue philosophique, ça vaut la peine de se rappeler une chose essentielle à propos du temps, c'est que, indépendamment des enfants, le temps, c'est ce que nous avons, chacun d'entre nous, ce que nous avons de plus précieux. La ressource la plus précieuse, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. L'argent, c'est ce qui va nous servir à faire des choses si on a du temps pour le faire. D'accord ? Donc, de se rappeler ça, se rappeler que dans nos vies, ce qui nous aide à donner du sens à ce que nous vivons, c'est d'avoir le temps de le faire. Bon. C'est une ressource précieuse et c'est là que les choses se compliquent. Écoutez-moi, nous n'en avons pas une quantité illimitée. Malheureusement, nous avons, vous le savez tous, enfin j'espère que vous ne l'apprenez pas aujourd'hui, nous n'avons pas un temps infini. Ça va se terminer à un moment.
Et cette idée, elle peut être inquiétante, voire angoissante. Première inquiétude. Deuxième inquiétude, nous ne savons pas exactement quelle quantité de temps nous avons. Statistiquement, on peut s'en faire une idée, mais réellement, nous ne savons pas. Jusque-là, ça va. Et j'espère pour chacune d'entre vous que ce sera très, 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 très long encore, le temps qui nous reste. Mais en fait, on ne sait pas. Deuxième source d'inquiétude. Et troisième source d'inquiétude, on ne peut pas stocker le temps pour l'utiliser plus tard quand on en aurait besoin. Un peu, vous savez, comme ces piles qu'on met dans les appareils, c'est tellement précieux, ces piles, c'est de l'électricité qu'on stocke et quand on n'a pas accès à l'électricité, on a des piles. Bon, ben là, ce n'est pas possible avec le temps, ça ne se stocke pas. Ça veut dire que quand à un grand moment, vous avez du temps tout à coup, vous ne pouvez pas le garder pour le moment où vous en aurez besoin. D'accord? Si vous ne l'utilisez pas, eh ben, c'est du temps perdu. Et je me suis toujours demandé, comment peut-on perdre son temps? Bon. Donc, la philosophie, vous voyez, sur le temps, elle est assez pessimiste, assez négative. Et quand on écoute un philosophe parler du temps, souvent, on finit un peu déprimé. Heureusement, moi, je vais vous parler du temps des enfants. Et l'enfant, il a un très grand prestige à mes yeux. C'est que l'enfant, il a ce temps que nous n'avons pas. Il en a plus que nous. Moi, j'aimerais juste vous redire ça. Quand on s'occupe des enfants, on s'occupe de l'avenir. Et on s'occupe du temps à venir. Donc, notre métier consiste à prendre soin du temps à venir. C'est ça, en fait, en quelque sorte. Donc, le soin aux enfants, c'est extrêmement important. Ça peut nous réconcilier avec cette question du temps qui nous échappe, en quelque sorte. Donc, je vais vous proposer de réfléchir non pas sur le temps des enfants, mais sur le temps des adultes. Et je vais distinguer le temps des parents et le temps des professionnels qui s'occupent des enfants. Dans les deux cas, ils prennent soin des bébés, on est d'accord, mais en fait, ils ne sont pas pris dans le même temps. Et je vais même aller plus loin, il y a une sorte de malentendu inévitable entre l'expérience temporelle des parents et l'expérience temporelle des professionnels. Et ce malentendu, il est inévitable parce qu'on n'est pas dans la même temporalité, pour le dire simple, et comme ça vous verrez après mon déroulé, les parents sont dans un temps qui s'accélère sans cesse, je vais vous expliquer pourquoi, alors que les professionnels, pour bien faire leur travail, ne cessent de décélérer, c'est-à-dire de ralentir le temps. Et donc, effectivement, ça va être une source de malentendu avec les parents, une source sensible de malentendu. Donc, le but de mon propos, c'est de vous donner quelques points de vigilance pour comprendre ce qui se passe du côté des parents, mais pour aussi expliquer aux parents ce dont vous avez besoin, en fait. D'accord? Et mon propos, il sera philosophique au sens où je vais vous donner quelques mots qui vont vous aider à dire aux parents ce que vous faites avec leurs enfants, à expliquer aux parents pourquoi ce que vous faites avec leurs enfants, eh ben, c'est important. Ça, c'est un enjeu fort, je dirais, de cette journée pour moi. Les parents, et j'ai envie de dire tout le monde, pas simplement, ne savent pas ce qu'est notre métier. Le travail, c'est quelque chose de très invisible, en fait, aux yeux des autres. Tant qu'on n'a pas été professionnel de la petite enfance, tant qu'on ne travaille pas dans une crèche, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est que ce travail-là. Donc, j'ai envie de vous dire, vous devez être les premières à dire ce que vous faites, à mettre en mots, à choisir les mots pour dire ce que vous faites. Et vous devez être les premières à expliquer pourquoi ce que vous faites est important. Même si les parents vous disent « oui, mais nous, on aimerait que ça aille plus vite ». En gros, c'est ça que les parents vont vous dire. Donc, allons-y. Premier temps de mon propos, le temps des parents, qu'est-ce que c'est? Il y a une thématique sur laquelle je suis de plus en plus sollicité, parce que ça monte du côté des parents. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est la question de l'épuisement parental. Ça vous parle, cette formule, l'épuisement parental? Extraordinaire, ça. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'épuisement parental. Je pense que l'épuisement parental est lié à la question du temps, est lié à un certain rapport au temps du côté des parents. L'épuisement parental, c'est une formule assez dure, hein,
je pense qu'elle vient, en fait, c'est un décalque, cette formule, l'épuisement parental, d'une autre formule que vous connaissez peut-être, on parle d'épuisement professionnel. Et l'épuisement professionnel, c'est la formule qu'on a adoptée en langue française pour parler de ce que les Anglais appellent le burn-out. Donc, on a des parents qui sont en burn-out du fait de s'occuper de leurs enfants. Leur temps ne leur appartient plus. Ils sont grillés, quoi. Ils sont morts. Donc, ça vaut la peine de réfléchir. Derrière cette question du temps, il y a la question du burn-out, de l'épuisement. On en parlera un petit peu cet après-midi dans l'atelier. OK, donc, c'est quoi le temps des parents? Le temps des parents, je vous ai dit, c'est un temps qui s'accélère. C'est-à-dire que les choses vont de plus en plus vite. Alors, il y a un philosophe sociologue qu'on a très bien parlé. Je veux bien vous donner son nom. Son livre est tout à fait accessible. Vous pouvez aller le lire. Vous verrez, c'est assez limpide ce qu'il dit. C'est un philosophe sociologue qui s'appelle Armut Rosa. Rosa, R-O-S-A. Et alors, il a écrit un livre au titre redoutable, Aliénation et accélération. Aliénation et accélération, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, voilà, qu'est-ce qui caractérise notre société moderne? La caractéristique principale de la modernité, c'est l'accélération. Tout va de plus en plus vite. Très bien. Et derrière, il ajoute cette idée fondamentale, cette accélération n'est pas une libération, une émancipation. Le fait que l'on soit capable de faire plus vite les choses ne nous libère pas du tout. Au contraire, l'accélération est une aliénation, c'est-à-dire perte de liberté. Alors, on va essayer de comprendre ça. Pourquoi il dit ça? Alors, c'est très intéressant, et vous allez comprendre ce qui se passe du côté des parents, parce qu'ils sont pris dans cette accélération. Notre société tout entière est prise dans ce mécanisme d'accélération, et c'est important d'avoir présent ça à l'esprit, parce que votre travail consiste, pour une part, à résister à ce qu'est la société aujourd'hui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a peut-être eu des époques où notre travail de soins apportés aux enfants allait plutôt dans le sens de la société. Aujourd'hui, le soin qu'on apporte aux enfants va contre ce qu'est la société. Il faut donc que vous ayez à votre disposition des outils, des pistes, des leviers pour résister un peu à ce qu'est la société aujourd'hui. Et ça, c'est pas simple. Ça devient compliqué, en fait. Ça ajoute une difficulté à notre travail. L'accélération, elle vient d'où? Alors, ce sociologue qui s'appelle Armut Rosa, il dit qu'on peut classer l'accélération en 3 grandes catégories. Je vous les donne, vous allez voir, c'est assez lumineux, et je trouve que ça aide à comprendre ce dans quoi nous sommes pris. Premier type d'accélération, l'accélération technologique, c'est-à-dire l'accélération liée à des objets qui nous permettent de faire plus vite, d'aller plus loin, plus rapidement, de communiquer plus vite. Voilà. Et donc, bien sûr, ça va être, depuis la naissance de la révolution industrielle, les moyens de transport, le train, les avions, les voitures. Mais nous, j'ai plutôt l'impression que notre actualité, elle est liée à quoi? Elle est liée aux moyens de communication. On a des objets technologiques qui nous permettent de communiquer plus vite. Et donc, ces objets technologiques de communication, ils vont nous permettre d'envoyer un message, d'avoir une réponse plus rapide. Ce qu'il remarque, c'est que ce gain de vitesse que nous avons eu ne nous a pas donné plus de temps libre. Nous communiquons plus rapidement, mais au lieu de prendre ce temps qu'on a gagné pour, je sais pas, prendre le temps d'une pause café et admirer la nature verte autour de nous, on en profite pour communiquer plus. Et donc, avant, on avait peut-être, je sais pas, quand le courrier était sous format papier, on recevait au travail 5 ou 10 courriers papier. Aujourd'hui, combien de mails par jour reçoit-on? Et donc, c'est le piège des objets technologiques. Ils nous donnent l'illusion qu'on va plus vite, mais en fait, on travaille plus. Bon, donc première accélération, l'accélération technologique. Deuxième accélération, il appelle ça l'accélération sociale, ou l'accélération de la société tout entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos rythmes de vie se sont accélérés. La durée au cours de laquelle quelque chose est valide et utile tend à se compresser, en fait. Il appelle ça la compression du présent. Il donne un exemple qui est assez parlant. Il dit, par exemple, les modes. Les modes tendent à
se renouveler de plus en plus vite, en fait. Et il étudie deux domaines, ça va nous parler. Il étudie la famille et le travail. Il dit finalement, avant, dans la famille, voilà, on avait des familles qui duraient plusieurs générations, en fait. Et puis, aujourd'hui, les rythmes de vie ont tellement évolué que, au cours d'une vie humaine, on va avoir plusieurs familles. C'est carrément l'inverse. Avant, il y avait une famille sur plusieurs générations, et là, dans une génération, il y a plusieurs familles. Pourquoi? Parce qu'on divorce, parce qu'on refait une autre famille avec d'autres conjoints, avec d'autres enfants. Donc cette accélération sociale au niveau de la famille, elle a bouleversé en fait même ce qu'on entend par famille. Et dans le travail, ça tient au fait qu'avant, quand on avait un travail, on avait un travail qui pouvait durer toute notre vie professionnelle. En fait, aujourd'hui, ceci est de moins en moins vrai. On va, au cours d'une vie professionnelle, avoir plusieurs métiers différents. Donc ça, c'est l'accélération sociale. Et ce n'est pas simple, parce qu'évidemment, il va falloir avoir plus de flexibilité, d'adaptabilité à différentes organisations sociales. Et puis la troisième organisation, donc je vous ai dit, accélération des technologies, accélération sociale, troisième accélération, l'accélération des rythmes de vie. L'accélération des rythmes de vie, c'est l'idée qu'on fait plus de choses en moins de temps, avec cette idée extrêmement problématique que plus vite, c'est mieux. Il y a une sorte de valorisation de la vitesse dans tout ce que nous faisons. Alors bien sûr, les objets connectés vont nous aider, mais on va, en quelque sorte, vouloir remplir notre vie de plus en plus de choses. Et ça produit ce qu'il appelle, j'adore cette expression, je vous la donne, ça produit un état de famine temporelle. On ne cesse de penser qu'on manque de temps pour faire tout ce qu'on aimerait faire ou qu'on a à faire. Cette famine temporelle, pour moi, je la reconnecte à l'épuisement parental. On n'a pas assez de temps. Alors, il y a une expérience subjective qui vous parle peut-être. Souvent, les gens disent, mais avec tout ce qu'on a à faire, notamment au travail, on est souvent le nez dans le guidon. C'est-à-dire, on gère les urgences les unes après les autres. Et bien, c'est ça, l'accélération des rythmes de vie. Du point de vue objectif, voilà, notre vie, elle s'accélère aussi parce que on veut remplir notre vie de plus d'expériences différentes. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple, cette accélération des rythmes de vie qui produit cette espèce de famine temporelle. Donc, voilà ce dans quoi on est. C'est une société qui accélère, qui tend à s'accélérer. Et il ajoute cette idée, et c'est ça qui est important. Alors, je vous ai dit au début, sa thèse, c'est que cette accélération, au lieu d'être libératrice, elle nous aliène totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un moteur à cette accélération. Il y a un truc qui fait qu'elle ne cesse d'augmenter, cette accélération. Et il a identifié ce moteur. Je vous le donne. Vous allez voir, c'est la clé de compréhension. Pourquoi l'accélération n'est pas quelque chose de positif, en fait. Okay? Le moteur de l'accélération, c'est la compétition entre nous. Ce qui fait qu'on accélère, c'est qu'on se compare et qu'on veut faire mieux que l'autre. Les parents ne veulent pas réussir l'éducation de leurs enfants. Ils veulent mieux réussir l'éducation de leurs enfants que leurs voisins, leurs amis, leurs frères et sœurs. On se compare. C'est la grande maladie de l'humanité, la comparaison. Je ne veux pas que mon enfant sache parler, j'aimerais qu'il parle avant le fils du voisin. Je ne veux pas qu'il sache dire le nom des couleurs en anglais. Je veux qu'il le sache avant ses amis. Vous voyez le problème? Et donc, il y a une sorte de concurrence généralisée. Au départ, cette concurrence, elle était réservée au domaine économique et sportif. Alors là, oui, dans le domaine économique et sportif, bien sûr qu'il y ait de la concurrence, de la compétition, ça se comprend. Mais on a mis de la compétition partout. Partout. Nous sommes dans une société qui organise une compétition généralisée sur à peu près tout. Au travail, même dans les religions. Quelle serait la meilleure religion, celle qu'il faudrait choisir? Même dans le travail universitaire, les chercheurs universitaires, pour avoir une bourse, il faut qu'ils présentent leur projet, il faut qu'ils présentent un meilleur projet que celui des autres chercheurs. Vous voyez? En situation de pénurie de richesse, on organise
la compétition généralisée. Et cette compétition généralisée fait que ça s'accélère. OK. Donc, voilà pour l'accélération du côté des parents. Je rabats ça au monde de la petite enfance. Cette accélération, pour nous, pour vous, elle se traduit comment? Elle se traduit par la valorisation de la précocité. On croit que la précocité, c'est quelque chose de bien. Les parents pensent que ça serait bien que leur enfant, dans ses acquisitions, soit précoce. Alors, est-ce que c'est bien? C'est pas dit. Ça dépend vraiment des enfants. Et là, sur la question de la précocité, donc, j'aimerais vous parler cette fois d'une philosophe, psychologue américaine, qui s'appelle Alison Gopnik. Gopnik, G-O-P-N-I-K. C'est une spécialiste de la psychologie de l'enfant. Et Alison Gopnik a écrit il y a 1 an un article en anglais, mais c'est un anglais assez accessible. Elle parle d'études qui ont porté sur les enfants qui vivent dans leur enfance des expériences traumatisantes. Et alors, expériences traumatisantes au sens large, ça veut dire avoir perdu des parents, avoir été l'objet de violences, ou tout simplement d'avoir des parents qui ont divorcé, mais de l'avoir vécu durement, ou être issu d'un milieu social très défavorisé. Bon. Donc, ces enfants qui vivent des expériences traumatisantes, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils vieillissent, leur corps et leur esprit vieillissent plus vite. Pour supporter et surmonter les traumatismes, le corps accélère son vieillissement. Et l'esprit aussi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on voit que la puberté arrive plus vite chez les enfants qui vivent dans des milieux particulièrement difficiles et traumatisants. Donc les filles, par exemple, vont avoir leurs règles qui apparaissent plus jeunes. Donc le corps vieillit plus vite. Mais le cerveau aussi vieillit plus vite. Alors ça veut dire quoi, un cerveau qui vieillit? À quoi peut-on savoir qu'on a un cerveau de vieux? Je vais vous le dire, puisque vous le voulez. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous le saurez, il faudra, voilà, vous pourrez l'appliquer à qui vous voulez. C'est quoi un cerveau qui vieillit? En fait, pour surmonter l'adversité, le cerveau va avoir tendance à figer son fonctionnement quand il a trouvé un fonctionnement qui marche. Quand il a trouvé une manière de faire avec une situation et que ça marche, il va avoir tendance à cristalliser, à sédimenter comme ça ce fonctionnement-là. Il se rigidifie. Pourquoi? Pour gagner en efficacité. Et c'est normal. Par exemple, j'ai vécu un traumatisme et chaque fois que j'y repense, la tristesse remonte. Alors je vais trouver un dérivatif à cette tristesse. Et une fois que j'ai trouvé, c'est bon, je sais que c'est ça. Et je vais me caler là-dessus. Donc, le cerveau vieillit en se rigidifiant pour gagner en efficacité. Il devient producteur. Alors qu'un cerveau jeune, qu'est-ce qu'il est? Il est au contraire souple, adaptable. Il doit imaginer et inventer. Il est créatif. La jeunesse du cerveau, elle consiste non pas à être efficace, mais à explorer différentes possibilités. En d'autres termes, ce qu'il gagne en efficacité, il le perd en adaptabilité. Okay? Donc, quand je vis des situations traumatisantes, pour pouvoir les surmonter, je vais rigidifier le fonctionnement de mon cerveau pour qu'il soit plus efficace. Mais du coup, il sera moins adaptable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de l'article, cette rigidification précoce, la précocité donc, du cerveau, produit à long terme de l'anxiété, de la dépression, des maladies neurologiques et des troubles cardiovasculaires. On vieillit mal. Ouais, le temps de vie est... Ben oui, je vous ai dit, quand un philosophe parle de temps, c'est souvent... Donc, ces expériences difficiles, cette rigidification du cerveau, elle produit sur le long terme, en fait, une vie adulte plus difficile, plus courte. C'est vrai, ok? Bon. Enfin, troisième point, c'est là que j'en viens, c'est pour ça que cet article, moi, il m'intéresse, c'est pour ça que cet article m'intéresse. Elle dit, à la fin de son article, quand on pousse les enfants dans les apprentissages précoces, quand on veut qu'ils apprennent rapidement à compter, à lire, à écrire, le nom des couleurs en anglais, quand on les pousse dans les apprentissages précoces, on provoque la même rigidification du cerveau. Effectivement, il gagne en efficacité, mais il ne peut gagner en efficacité qu'en perdant en adaptabilité. Et sur le long terme, anxiété, dépression et troubles cardiovasculaires. Voilà. Ben oui, et ça se voit dans... Alors, vous voyez où je veux en venir. Là, je vous donne une piste pour dire aux parents,
Donc vous dites, mais ça y est, il sait lire, est-ce qu'il sait déjà faire ses lettres? Oh là! Bon, voilà, ça c'est bien, en fait, de se recaler aussi sur est-ce qu'on veut vraiment la précocité, sur quoi on veut la précocité, voilà. Donc je vais vous donner quelques pistes hein, de ce qu'on peut dire aux parents sur ces questions-là. Je vous donne 3 pistes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui, effectivement, voudraient que, pour que leur enfant aille bien, il faudrait qu'il soit précoce? Moi, je vois, en fait, c'est ça, les parents associent la précocité à un signe de bonne santé. Et s'ils ne sont pas précoces, ils sont inquiets. Ils se disent, peut-être qu'il est malade. Il faut que je le fasse voir. Voilà. Bon. Première chose à leur rappeler, je pense qu'on en reparlera aussi, ça rejoint ce que disait Frédéric, un enfant qui va bien, c'est un enfant qui joue. Le jeu est une activité essentielle chez l'enfant. C'est-à-dire, le jeu est une activité non productive. Okay ? Donc, le signe qu'un enfant va bien, c'est qu'il joue. Et qu'il joue, pourquoi? Parce qu'il joue en y mettant une part de lui, une part de créativité. Il joue avec des règles, mais il les adapte. Deuxième point, puisque je vous ai dit que l'accélération sociale dans laquelle sont prises les parents sont liées à la compétition, on ne compare pas son enfant. Chaque enfant a son rythme propre. Donc si un parent nous interpelle, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas... Bah oui, chaque enfant a son rythme propre. Ça veut dire ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. Ce qui est compliqué, parce qu'effectivement, dès que c'est un accueil en groupe, on va regarder ce que font les autres. La seule façon de gagner en vitesse, c'est d'être multitâche. Vous avez vu, aujourd'hui, les gens font de plus en plus plusieurs choses en même temps. Donc, c'est terrible. Ils viennent écouter une conférence d'un philosophe comme moi, et pendant ce temps-là, ils vérifient leur mail et leur message. Mais bon, je pourrais prendre d'autres exemples, mais j'aime bien celui-là. Effectivement, quand on suit une conférence en visio, pendant qu'on suit la conférence, effectivement, on vérifie ses mails, on réserve ses vacances d'été, on fait plein de choses en même temps. Ce multitâche, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que quand on fait plusieurs choses en même temps, évidemment, on les fait moins bien. Moi, je pense que pour les enfants, c'est pareil. Un enfant ne peut pas développer 2 compétences en même temps. S'il parle bien, s'il est plutôt en avance dans l'acquisition de la parole, peut-être qu'il sera un peu plus lent à apprendre à tenir son feutre, sa craie dans le dessin. Voilà. Donc, c'est une compétence après l'autre, en fait. Et effectivement, on ne sait pas laquelle ils vont prendre. Et puis, la troisième piste que j'aime bien rappeler, c'est la différence que les parents n'ont pas dans leur esprit, mais que vous avez probablement, la différence entre les acquisitions et les apprentissages. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais dans la langue française, on confond un peu les deux. On confond un peu les deux, et c'est ça qui brouille du côté des parents, en fait, ce qui se passe avec l'enfant. Il y a des choses que l'enfant va acquérir, et il y a des choses que l'enfant va apprendre, et ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Par exemple, la marche n'est pas un apprentissage, c'est une acquisition. Donc, au sens strict, on n'apprend pas à marcher. L'enfant n'apprend pas à marcher, au sens strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a en lui déjà la capacité, un certain nombre de capacités pour développer la marche, mais il faut qu'il expérimente par lui-même. Dans les acquisitions, il y a l'expérience. Et c'est par l'expérience, à un moment où il est prêt, la question de la temporalité est cruciale, que la marche va pouvoir être acquise. La propreté, c'est une acquisition, ce n'est pas un apprentissage. La parole, c'est une acquisition. L'écriture, c'est un apprentissage. Et l'apprentissage, au contraire, ça suppose qu'on accepte quelques règles qui vont guider notre pratique. L'apprentissage suppose que j'accepte quelque chose qui vient de l'extérieur en moi. J'accepte en quelque sorte d'obéir, de suivre quelque chose. Et ça suppose d'être déjà bien sécurisé, en fait, d'être rassuré sur tout un tas d'autres plans. Donc, l'acquisition suppose l'expérience, suppose les erreurs. Un enfant qui apprend à marcher, donc qui n'apprend pas, mais enfin, qui va acquérir la marche, il commence par tomber, et une fois qu'il tombe, il ne se dit pas « Oh là, c'est trop dangereux ce truc-là, je vais arrêter tout de suite ». Non, il va se relever, il va réessayer, il va éventuellement se faire mal, mais ce n'est pas grave. Et donc moi, je pense, par exemple, cette distinction-là, je pense que vous l'avez en tête, parce que les tout-petits, ils sont beaucoup sur les acquisitions, et c'est ça qui compte. Mais je pense à mes collègues enseignants, eux, ils sont beaucoup sur les apprentissages, et ils oublient ça. Ils oublient que l'acquisition suppose de faire des erreurs, donc on ne pénalise pas l'erreur.
On ne va pas mettre une mauvaise note à un enfant qui tombe quand il essaye de marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça, c'est tout au long de la vie. Moi, j'ai des étudiants, ils ont 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ils doivent apprendre la philosophie. Mais dans la philosophie, il y a une part qui consiste à penser par soi-même, avoir confiance dans sa pensée. Ça, ce n'est pas un apprentissage, c'est une acquisition. Vous voyez? Donc cette distinction acquisition-apprentissage, elle peut nous aider à rappeler qu'il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps. Donc voilà pour le temps des parents. Je mets en face, on regarde donc le temps des professionnels. Alors pourquoi je dis que le temps des professionnels n'est pas tout à fait le temps des parents et pourquoi c'est une source de malentendu? Alors je veux bien commencer par une citation que j'aime beaucoup d'un grand psychologue de l'enfance, mais qui à mon sens était aussi un philosophe, c'est Donald Winnicott. Donald Winnicott a écrit le dernier livre qu'il publie de sa vie, c'est un très très beau livre, Jeu et réalité. Jeu et réalité, c'est un livre extraordinaire. Au tout début du livre, je crois que c'est dans la préface, désolé, dans la page 15, vous voyez, au tout début. Il a cette phrase extraordinaire qui, moi, m'a fait réfléchir. Je me suis posé beaucoup de questions sur cette phrase. Du coup, je vous la donne. Je pense qu'elle va vous faire réfléchir. Il ne parle pas des parents. Pour moi, il parle de tous les gens qui prennent soin d'un enfant en général. Et il dit, pour que les soins à un enfant soient efficaces, ce n'est pas le savoir-faire ou la technique qui compte. Pour que les soins à un enfant soient efficaces, ce n'est pas le savoir-faire ou la technique qui compte, virgule, c'est le dévouement. Dévotion, pour moi, ça a un sens un peu religieux. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, j'en ai parlé avec un ami à moi qui connaît très bien Winnicott, un psychologue, un pédiatre, et je lui dis, c'est bizarre cette traduction de Winnicott. Et lui, il me dit, oui, on pourrait traduire autrement, devotion, et on pourrait traduire par assiduité. Pas mal, mais alors, assidu, voilà, je trouve que c'est peut-être moins riche quand même. Il y a peut-être quelque chose entre les deux. En tout cas, dans l'idée d'assiduité, ça veut dire quoi? Il faut être là, il faut être présent, il faut être disponible. En d'autres termes, il faut donner son temps. Moi, je vous propose quelque chose entre les deux. Entre le dévouement, qui est une sorte d'engagement sans limite, et l'assiduité, qui consiste à être là. Moi, j'aime bien l'idée qu'entre les deux, il y a le désir de bien faire son travail. Le désir de bien faire son travail, c'est quoi? Je vais vous parler de quelque chose que je pense que vous connaissez toutes. Pour prendre soin d'un enfant, il faut le changer, par exemple. OK. Donc, on me dit, il va falloir changer l'enfant. Je change l'enfant, mais aucun parent, aucune personne qui s'occupe d'un enfant ne se contente de changer en chronométrant la vitesse à laquelle il change le bébé. Qu'est-ce qu'on fait tous et toutes? On le change et on ajoute quelque chose qu'on ne nous a pas demandé de faire. On va prendre le temps de jouer avec lui, de jouer à des jeux de chatouille, de surprise, ou alors on voit que les mamans se penchent plutôt sur les bébés et les parents, ils soulèvent plutôt le bébé en l'air. Voilà. Donc, il y a pas les pères soulèvent plutôt le bébé en l'air. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes jeux, mais il y a quelque chose qu'on ajoute. Et cette chose qu'on ajoute, en fait, c'est quelque chose qui est commun à tous les professionnels. C'est-à-dire, on nous demande de faire une tâche, mais spontanément, naturellement, nous, on cherche à la meilleure manière de faire cette tâche, et donc on va ajouter quelque chose qui n'est pas prescrit, en fait. D'accord? Et donc, pour que ça marche, pour que nous fassions du bon travail, nous ajoutons quelque chose qu'on ne nous a pas demandé. Mais je vous rassure, on ne peut pas vous le demander. C'est imprescriptible. Ce n'est pas dans votre fiche de poste. On ne peut pas vous dire, il faudra faire ça, 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 et en plus, il faudra avoir le désir de bien le faire. Ou alors, s'il y a ça sur votre fiche de poste, il faut demander une augmentation de salaire. Ouais. Ce n'est pas possible. Donc, la prescription, c'est la tâche, mais nous ajoutons quelque chose pour bien faire notre travail. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est le plus précieux. Il arrive que les équipes le perdent et qu'elles se rabattent sur ce qu'elles appellent l'opérationnel. Pourquoi? Par manque de temps. Et c'est là le piège. C'est là le piège. Okay? Donc, nous avons besoin d'ajouter à notre travail quelque chose qui n'est pas prescrit et qui peut difficilement être évalué. Le problème, c'est que quand on se contente d'une évaluation individuelle du travail avec, si vous voulez, en regard, une sorte de référentiel qui suffirait de cocher, on ne mesure pas ça, on le perd.
c'est pas mal de se rappeler ça. Il faut que vous, en tant que professionnel, vous ayez ça à l'esprit. On le fait spontanément, si vous voulez. Ça a été étudié même, vous savez, en ergonomie du travail. Vous voyez ce que c'est l'ergonomie? C'est comment on adapte le poste du travail au geste pour que le corps supporte. Et il y a un très bel exemple, je vous le donne, j'aime bien cet exemple, sur une chaîne de montage. Donc, il y avait un des ouvriers qui travaillait à cette chaîne de montage, il devait prendre des boulons qui étaient dans une caisse là, et puis les visser. Okay. Mais la caisse de boulons était là, et le poste de vissage était là. Donc, il devait faire 2 pas comme ça. Okay. Et il passait la journée à faire ces 2 pas pour attraper son... Et donc, l'ergonome arrive et dit, on va rationaliser tout ça. Il faut gagner du temps. On va rapprocher la caisse de boulons juste là, comme ça, il n'a plus à faire les 2 pas. Ben, ça n'a pas raté, au bout de 15 jours, il est tombé malade. Le corps a lâché. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces 2 pas, en fait, c'était une sorte de pompe de la circulation du sang qui maintenait en fait le corps dans un certain état. Donc on a voulu trop rationaliser la tâche pour qu'elle soit uniquement efficace et productive, et ça n'a pas marché. Il y a une qualité du travail qui se glisse dans des interstices, des petites choses, qui ne sont pas immédiatement liées à l'efficacité. Voilà, premier point. Deuxième point, comment fait-on pour avoir du plaisir au travail? Ce serait bien d'avoir du plaisir au travail. J'espère que vous avez toutes du plaisir au travail. Mais si un jour vous en avez un peu moins, demandez-vous comment faire pour retrouver le plaisir au travail. Ben, je vais vous dire, c'est très simple. Pour avoir du plaisir au travail, il faut pouvoir se dire qu'on fait du bon travail. Le plaisir au travail dépend de la qualité au travail. Mais comment peut-on se dire qu'on fait du bon travail? Eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas vous toute seule qui allez pouvoir vous le dire. En fait, ce qui fait la qualité de notre travail, c'est la qualité du collectif au travail. Parce que personne ne travaille seul. Nous travaillons tous pour les autres, pour les parents, pour les enfants, mais aussi avec les autres, avec nos collègues. Et donc, c'est une piste que j'aime beaucoup, prendre soin du collectif au travail. C'est une responsabilité de tous et de toutes. Hein. Comment on parle de ce que l'on fait avec les autres? Comment on montre aussi ce qu'on fait? Comment on arrive à dire ce qu'on fait? Parce que, justement, dans ce désir de bien faire son travail, parfois on va faire des choses qui ne sont pas exactement prescrites. Et on va dire, bah oui, moi j'ai changé, puis j'ai pris le temps de jouer à des jeux de surprise, des jeux de chatouille, ce qui est très bon pour la structuration du temps d'ailleurs, parce qu'il y a des cycles qui se répètent, et puis en même temps il y a le surgissement d'une nouveauté. Bon, très bien. Il faut pouvoir parler de ce qu'on fait aux autres, sans être jugé, sans avoir l'impression qu'on va nous reprocher ce qu'on fait. Ce n'est pas facile. Donc la qualité du collectif au travail, elle suppose une sorte de confiance entre nous, et c'est pas simple, il faut être vigilant là-dessus. C'est pour ça que je vous le donne. Enfin, dernier point sur la gestion du temps des professionnels. Dans ces discussions qu'on va avoir sur notre travail, le but de ces discussions, c'est de participer collectivement à l'organisation de notre travail. Ce qui fait qu'on est en situation de burn-out, c'est qu'on vit une situation où on pense qu'on ne peut rien changer. Or, nous avons la main sur certains aspects. Mais lesquels? Parfois, on les perd de vue. Quand on a l'impression qu'on n'a plus le temps, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus, que notre temps ne nous appartient plus. Comment retrouver la main sur certains aspects? Alors, je vous donne une piste qui est quand même utile. Vous allez avoir des discussions sur l'organisation du travail. L'organisation du travail repose sur 3 variables, 3 piliers, qui sont assez clairement identifiés et qui sont simples à comprendre. Le temps que ça va nous prendre à faire quelque chose, l'argent, ou la ressource que ça va nous demander, et la qualité que je vise. D'accord? Et donc, je peux discuter de ces 3 choses-là. Et ma piste est la suivante. Si vous souhaitez gagner sur un de ces 3 aspects, temps, argent, qualité, pour gagner sur un de ces 3 aspects, par exemple, si vous souhaitez gagner du temps, il faudra accepter de dégrader les 2 autres. De dégrader les 2 autres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je veux gagner du temps, il faut que j'accepte de baisser la qualité. Ou alors, il faut que ça me coûte plus cher. En d'autres termes, que j'y mette plus de ressources, que j'embauche quelqu'un. En revanche, si je veux augmenter la qualité du travail, ça va me demander plus de temps. Alors l'idée, ce n'est pas de vous demander de faire un choix là, maintenant, définitif, c'est de vous dire, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux en même temps.
Ça peut tourner. Vous pouvez vous dire là, on a besoin de gagner un peu de temps dans notre travail, donc il faut qu'on accepte de dégrader sur la qualité, mais qu'est-ce qui est dégradable, qu'est-ce qui est acceptable? Ou à l'inverse, là on a du temps, on pourrait en profiter pour augmenter la qualité de l'accueil, du temps qu'on passe avec les parents, ou des sorties qu'on va faire avec les enfants, du temps qu'on va passer à lire des histoires aux enfants, et ainsi de suite. Mais c'est une sorte d'équilibre, mais pas les trois en même temps. Okay? Quand vous avez une réunion d'équipe, si à la fin de la réunion, vous avez gagné du temps, de l'argent et de la qualité, il y a un truc qui n'a pas marché dans la réunion. Hein. Tout le monde repart avec une belle illusion, mais ça ne va pas être simple. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Et pour vous passer la parole, parce que j'espère que vos réactions, toutes les idées que je vous propose là, elles sont ouvertes à discussion, bien sûr. J'ai envie de vous dire que derrière la question du temps, notamment du temps chez l'enfant, il y a la question du vécu. Et j'ai beaucoup aimé la distinction de Frédéric entre le temps représenté et le temps vécu. Finalement, prendre le temps de réfléchir sur le temps, c'est prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire de nos vies, au sens qu'on va donner à notre existence. Et bien, c'est pareil pour les enfants. Réfléchir sur le temps qu'on donne aux enfants, c'est les aider à développer leur subjectivité. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui avait cette idée-là. Le temps, c'est ce qui aide l'enfant à développer sa subjectivité. C'est un philosophe qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il est très connu parce qu'il a fait le premier traité d'éducation moderne qui s'appelle l'Émile. Et dans l'Émile, au début, il parle des bébés. Et il a cette formule absolument géniale. Il dit « respecter l'enfance ». Respecter l'enfance, 2 points. Et il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter l'enfance. Respecter l'enfance, 2 points. Donnez-lui du temps. Moi, ça me va bien comme phrase de conclusion. Merci de votre attention. Oui, tout à l'heure, vous parlez donc qu'un enfant perdait son côté d'adaptativité, pardon. Quand vous parlez du cerveau, qui perdait sa façon de s'adapter. Je voulais avoir un exemple sur ça. Moi, j'aime beaucoup donner comme exemple sur cette rigidification du cerveau qui permet de gagner en efficacité, la façon dont notre système éducatif sélectionne les meilleurs. On les sélectionne sur des exercices, notamment de mathématiques ou de mémoire. Et donc, eux accèdent à de très grandes écoles magnifiques. Et donc, ça fait des esprits très efficaces, qui réfléchissent très vite, mais qui ont beaucoup de difficultés à faire avec l'incertitude. Dès qu'ils sont dans des situations, comme on appelle ça, à haute contingence, où on ne sait pas exactement ce qui va sortir, toute leur qualité académique, en fait, ne les aide pas à faire avec l'incertitude. Et donc, on parlait de cette question de la maturité. Le besoin d'être rassuré, c'est un signe d'immaturité. C'est les enfants qui ont besoin d'être rassurés. Et en fait, voilà, ce fonctionnement très rigide du cerveau, dans des compétences académiques reconnues, ne leur permet pas de s'adapter à une évolution de la société, à une situation imprévue. Et donc, ça peut corroborer cette perte de flexibilité du cerveau. Je me souviens d'une collègue médecin qui travaille sur les dangers de l'exposition des enfants aux écrans. Et donc, elle me donne cet exemple, peut-être ça vous parlera. Elle reçoit des parents qui disent, voilà, notre enfant, il est brillant intellectuellement, mais on a un peu du mal à communiquer avec lui. Ah bon, oui, regardez, il connaît le nom de toutes les couleurs en anglais grâce à des vidéos YouTube. Et donc, on l'a mis sur des vidéos YouTube. Et grâce à ça, il connaît tout le nom des couleurs en anglais. Et donc, elle lui dit, très bien. Et donc, comment t'appelles-tu? Elle s'adresse au bébé. Comment t'appelles-tu? Et l'enfant répond, Red. Voilà. Donc, voilà, il a l'idée dans sa tête qu'il faut utiliser un mot anglais, mais face à cette question un peu imprévue, il n'a pas la capacité d'ajuster sa réponse. Oui, tout ça, c'est une question de flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à un moment donné de pouvoir envisager d'autres schémas que ceux qui sont profondément encodés. C'est un langage un peu technique, mais je veux dire, c'est cette idée-là. La flexibilité dans l'intelligence,
L'intelligence, elle est très reliée. C'est compliqué de définir l'intelligence, mais l'intelligence, c'est très relié à ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout un ensemble de capacités à faire un ensemble d'opérations. Et dans les fonctions exécutives, donc, qui sont beaucoup étudiées par les neurosciences, il y a la notion de flexibilité cognitive. La notion de flexibilité cognitive, c'est quand j'essaye quelque chose et que je vois que ça ne marche pas, de me dire à un moment donné, ah ben tiens, je peux essayer de trouver une autre stratégie. C'est une certaine souplesse, si vous voulez. Et là, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a des enfants, le fait d'avoir adopté des stratégies qui marchent, sauf que les stratégies qui marchent, il y a des moments où elles ne marchent pas. Et en fait, il faut être capable de les abandonner pour se dire, ah ben tiens, là, elle ne marche pas, il faut que j'en trouve une autre. Et là, en fait, ils n'arrivent pas à en trouver des autres. Enfin, c'est plus compliqué pour eux d'en trouver des autres. Donc, ça diminue leur adaptation. L'intelligence, c'est être capable de se dire, je m'adapte à cette situation, avec une situation un peu différente, je vais peut-être adopter une autre stratégie. Et là, il n'y a pas cette capacité de se dire, il faut que j'adopte une autre stratégie. Donc en fait, le risque en plus, j'imagine, dans ce genre de fonctionnement, c'est qu'on répète. C'est-à-dire, par exemple, je rencontre quelqu'un, je veux dire, ça se passe mal, etc. Mais plutôt que de trouver une autre stratégie pour peut-être choisir avec d'autres critères quelqu'un d'autre et puis construire un autre type de relation, je construis le même type de relation. Et on le voit bien dans les enfants qui ont vécu des choses difficiles. La grosse difficulté, et d'ailleurs la psychothérapie est compliquée avec ces profils-là, parce que je veux dire, en fait, il faudrait qu'ils acceptent de déconstruire. Et déconstruire, c'est vachement compliqué. C'est-à-dire que du coup, c'est insécurisant. Et du coup, effectivement, il y a un manque de souplesse. Et du coup, effectivement, je vais reproduire le même schéma avec telle autre personne, etc. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué, par exemple, dans la protection de l'enfance, c'est extrêmement compliqué. Parce que je veux dire, même quand, par exemple, il y a un enfant qui a été placé, parce qu'il y a eu une difficulté avec un conjoint, par exemple, violence conjugale, le risque, c'est que, je veux dire, même s'il y a un autre conjoint, ou qu'il y ait des autres enfants, eh ben, on va souvent arriver avec la reproduction du même schéma. Même au niveau professionnel, ça peut être utile de se le rappeler, ça. Quand on est face, par exemple, on a une façon de faire avec les parents, puis on est face à un parent un peu différent, et là, ça ne marche pas. Notre premier réflexe, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais c'est souvent le cas, on a tendance à faire plus de la même chose. Donc, on a, je sais pas, un parent, par exemple, qui arrive en retard, donc on va lui rappeler les horaires, puis il continue à arriver en retard. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à lui rappeler les horaires. Mais en fait, comment j'invente une autre manière de faire ? Et c'est pas simple, parce qu'on aime bien, une fois qu'une chose a fonctionné, vouloir la répéter de manière un peu rigide. Et cette souplesse-là, ça demande beaucoup de sécurité, parce qu'il faut oser faire un peu différemment. Donc même pour les professionnels, c'est utile de se méfier de l'efficacité un peu rigide. Frédéric, tu as parlé des routines. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que ces routines, elles ne sont pas aussi enfermantes ? Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait le bon dosage entre la routine et le changement. C'est-à-dire que la routine familiarise, trop de routine en croûte, entre guillemets. Et la difficulté aussi, parce que c'est jamais simple, c'est que, je veux dire, le degré de sécurisation et d'encroutage varie d'un individu à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui auront peut-être besoin de 90% de routine et 10% de changement pour qu'ils soient bien. Et puis il y en a d'autres, ils auront besoin de 70% de routine et 30% de changement. Peut-être certains, 20% de routine et 80% de changement pour se sentir un peu dynamique. Donc, dans un collectif, bon courage. Est-ce qu'on ne confond pas routine et meubler ce temps-là pour qu'ils soient toujours en activité, pour dire qu'on s'occupe d'eux et finalement, peut-être que les enfants sont à même de gérer je pense qu'on ne parle pas forcément exactement de la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien intégrer un temps libre dans une routine. Je veux dire, si la routine, c'est une séquence, une succession de temps, on peut très bien dire il y a la collation, puis après il y a temps libre. Enfin, je ne sais pas si vous faites une collation ou pas. Je veux dire, le temps. Par contre, là, ce que vous évoquez, pour moi, ce n'est pas du temps libre, c'est le fait de ne pas être tributaire d'un agenda structuré. C'est encore différent. Le temps libre, le fait que l'enfant ait des moments où c'est qu'il n'ait rien à faire, il me semble qu'il y a beaucoup de crèches quand même où il y a ce temps-là, il est quand même prévu.
enfin, peut-être pas toutes alors dans ce que vous dites, voilà. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus, de comprendre qu'effectivement, il ne faut pas toujours proposer des activités et qu'il y a des temps un petit peu... Par contre, là, ce que vous dites, c'est le fait de ne plus être tributaire d'un planning et de se dire à un moment donné, on ne regarde plus l'heure, puis on fait en fonction des besoins de l'enfant. Il y a des crèches qui ont mis en place des moments de journée sans montre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là, pour faire un retour d'expérience. Il y a une journée, nous, les horloges, elles avaient été enlevées. Et même quand l'équipe n'a pas l'horloge, en fait, c'est l'enfant qui va rappeler les temps de la journée. Enfin, on sait au moment où c'est l'heure du repas, il n'y a pas besoin d'avoir d'horloge. Enfin, il y a des temps comme ça où ça permet vraiment d'observer l'enfant, surtout dans le groupe des plus petits. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler en équipe sur ça. En fait, ça revient sur la base de l'observation et pas sur il a dormi il y a 3 heures, il faut qu'il aille se coucher, il a mangé il y a 3 heures. Enfin, voilà. Ça permet de retravailler différemment. Après, sur le groupe des moyens grands, généralement, on sait que c'est 11h, 11h30 sans avoir besoin d'horloge. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant à travailler avec l'équipe. Il n'y a pas que la journée en elle-même, après, il y a le reste autour. Les besoins d'un enfant sont souvent contradictoires. Donc, certes, il a besoin de liberté, mais il a aussi besoin de sécurité. Et il a besoin des deux. Et donc, l'articulation de ces contradictions, c'est des gestes professionnels, c'est très subtil, c'est très compliqué. Winnicott dit qu'il faut des professionnels qui supportent le paradoxe. Alors, on a souvent envie de cliver les choses, on a envie de dire non, un enfant, ça a d'abord besoin de sécurité, voilà, et donc on supprime la liberté, ou alors à l'inverse, ça a besoin de liberté et on n'est pas assez calé sur les questions de sécurité. C'est pareil pour les routines. Un enfant a besoin de répétition pour développer sa mémoire. Comme l'a dit Frédéric, c'est très important. Mais il a aussi besoin de nouveautés pour développer ses capacités d'attention. Parce que, évidemment, dès qu'un phénomène nouveau surgit, l'attention est sollicitée. Donc, il a besoin de développer sa mémoire et son attention, pas l'un ou l'autre. Et ça suppose une manière de faire, une sorte de va-et-vient entre des gestes contraires. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des gestes professionnels subtils que les parents ne peuvent pas imaginer. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez les premiers à leur dire « Vous savez ce qu'on fait ? C'est du paradoxe. » Voilà. Et donc, ça peut aider à comprendre dans quoi on est pris. Après, il n'y a pas de solution simple. Et je rejoins ce que dit Frédéric. C'est intéressant de savoir qu'en fonction de l'enfant, le dosage ne va pas être le même. J'avais une question par rapport au désir de bien faire, là, tout ça, dévouement. Ça me met très mal à l'aise. C'est comme le bon sens, c'est que selon ce que les parents ont comme source d'information, parce que le désir de bien faire, je pense qu'en tant que pro ou parent, on l'a tous. Maintenant, quelles informations on a pour savoir si ce qu'on fait, c'est bien ou pas voilà. On aimerait être assuré. Hein, on aimerait que quelqu'un vienne nous dise « Oh, mais c'est bien ce que tu as fait, mon petit !» Et c'est pas possible. Alors, c'est moi qui l'appelle comme ça, la formule désir de bien faire. Au sens strict, c'est dans mon geste ce que je vais ajouter sans qu'on me l'ait demandé. Par exemple, on va me demander, je vous donne l'exemple, un exemple que j'adore, je vais vous donner comme exemple mon fils. Je demande à mon fils de faire la vaisselle. Parce que quand même, voilà, ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à participer aux tâches ménagères. Il fait la vaisselle. C'est une catastrophe. Je le dis, et j'espère qu'il ne verra jamais cette vidéo. Hein. C'est-à-dire que tous les plats sont lavés approximativement, les couverts, voilà. Et donc moi, j'arrive derrière et je l'embête, quoi. Et je suis là à lui dire « Non mais ça va pas, regarde, t'as fait ça n'importe comment, on va pas manger avec des assiettes sales et tout ça. » Et là, il me dit « Bah quoi, j'ai fait la vaisselle. » Effectivement, j'avais pas dit « Je veux que tu fasses bien la vaisselle. » Comme moi, je l'aurais faite. Et donc, je suis sur son dos à exiger qu'il fasse la vaisselle avec le même niveau d'exigence que moi. Voilà. Donc, j'attends pas simplement de lui qu'il fasse quelque chose, mais j'attends qu'il mette dans cette chose quelque chose que moi je mets. Mais voilà. Et donc, ça me parle, moi, cette idée qu'on ajoute quand même quelque chose dans certaines situations. Moi, je voudrais rebondir sur la notion du désir de bien faire. Je trouve que cette notion, elle est importante dans le travail et je trouve pour essayer d'expliquer aussi des fois la souffrance au travail des professionnels de la petite enfance. Je pense que le désir de bien faire est un facteur d'engagement au travail, de plaisir au travail. Et le problème, c'est qu'effectivement, avec ce souci de rentabilité, et à un moment donné, on quantifie le temps qu'on doit passer dans un moment de soins sans prendre en compte tout ce temps relationnel
qui n'est pas quantifiable et qui est vachement important. C'est pour ça que je vous ai donné la clé, parce que ce que j'entends là, c'est que dans la structure associative, le collectif au travail, c'est aussi avec les parents. C'est pas juste travailler pour les parents, c'est aussi travailler avec les parents. Et donc, prendre soin du collectif, je vous ai donné la piste, être vigilant sur la confiance. C'est fragile, mais c'est tellement important. Et donc, ça vaut la peine de travailler ça. Et effectivement, dès qu'il y a de la méfiance, ça va rendre le travail un peu plus difficile, mais rien n'est irréversible.